Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'environnement avec mon invité Cécile Philippe. Bonjour. Bonjour. Vous avez 32 ans, vous êtes docteur en économie, diplômé de l'université Paris-Dauphine. Vous avez créé en 2003 l'Institut économique Molinari. Vous nous en parlerez un petit peu plus tout à l'heure. Vous collaborez à différents journaux, notamment Les Échos, The European Voice, je crois qu'il est à Bruxelles. Et vous venez de publier un livre un peu coup de poing qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur les questions environnementales. Idées fausses, vraies réponses, c'est la nouvelle collection et c'est trop tard pour la Terre, c'est chez Jean-Claude Lattès. On en parlera dans quelques instants. Alors, avant de cela, votre parcours, donc je le disais, vous êtes docteur en économie. Vous avez créé cette fondation Molinari. Alors Molinari, c'est le nom d'un économiste franco-belge. Exactement. Quel est l'objectif de cette fondation? Alors notre mission en fait à l'Institut économique Molinari, c'est vraiment d'analyser les politiques publiques, c'est-à-dire tout ce que produisent les gouvernements, enfin le gouvernement français et aussi ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, et puis de critiquer, d'analyser les conséquences économiques que ça peut avoir pour la vie des gens. Comment est née cette idée de créer cette fondation? Eh bien, elle est née de mon expérience, je pense, aux États-Unis, parce qu'en fait j'ai étudié pendant 1 an et demi pratiquement aux États-Unis à la fin de ma thèse. Et j'étais dans un institut de ce type. Et j'ai vraiment été impressionnée par le travail qu'ils faisaient et la diffusion d'idées qu'ils opéraient. Et quand je suis rentrée en Europe, je me suis dit, ce serait vraiment top d'essayer de faire la même chose. C'est pas très courant, ça, effectivement, en France, d'avoir... on met en place des politiques publiques et finalement d'analyser un peu leurs effets. C'est quelque chose qui est pas du tout dans notre culture, non? Non, pas encore, mais en même temps, ça fait sur les 2-3 dernières années, c'est-à-dire à partir du moment où moi j'ai créé mon institut, c'est comme si je m'étais inséré dans un mouvement beaucoup plus large, parce qu'en fait il y a pratiquement 150 instituts en Europe du même type ou proche de celui que j'ai créé qui ont essaimé l'Europe, les pays de l'Est. Il y en a un maintenant en Italie, en Espagne, bon en Angleterre il y en a toujours eu beaucoup, mais disons que dans tous ces pays où c'est pas la culture non plus, ben finalement ça arrive quoi. C'est l'air du temps un peu. Alors votre livre sur l'environnement, vous travaillez aussi sur d'autres problématiques, notamment les questions de santé. Pourquoi avoir voulu écrire un livre déjà sur les questions environnementales? Parce que c'est dans l'air du temps, justement? Oui, enfin... Oui et non, c'est aussi parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse moi particulièrement, parce que justement je trouve qu'il y a une certaine manipulation ou en tout cas instrumentalisation des problématiques environnementales, une politisation de ce sujet. Et comme disait Patrick Moore, qui est le cofondateur de Greenpeace, il y a un peu tous les anciens déçus du bloc communiste qui ont intégré les rangs de l'environnementalisme dur, et du coup ça crée quand même, ça crée des questions importantes, je pense qu'il faut. Alors justement, comment vous parliez de politisation? Effectivement, la plupart des candidats à l'élection présidentielle ont signé le pacte de Nicolas Hulot. Qu'est-ce que vous pensez de cette finalement frénésie pour les questions environnementales de la part des politiques aujourd'hui? Elle est vaine, à mon avis, elle instrumentalise les problématiques environnementales et elle empêche d'avoir un débat sain sur ces questions. Donc finalement, je trouve que c'est pas du tout une bonne idée que les politiques se jettent sur cette question, même si on la comprend, parce que finalement, les problématiques environnementales sont des problématiques importantes, mais en plus signer le pacte écologique qui sacralise l'interdiction, l'obligation. Vous faites une réponse d'ailleurs à Nicolas Hulot. Et je l'ai faite parce que effectivement, en réponse à votre question, c'est devenu tellement, il est devenu un personnage extrêmement médiatique, extrêmement sympathique, donc qui diffuse très très bien ses idées et qui en même temps met toujours l'accent un peu plus sur cette interdiction et obligation, et je trouve ça extrêmement problématique, parce que c'est pas comme ça justement, et c'est la thèse de mon bouquin, c'est pas du tout comme ça. Je pense qu'on gérera au mieux les problèmes de l'environnement. On va évoquer les différentes thématiques. Vous parliez, donc on parle de Nicolas Hulot, on parle de cette médiatisation. Le rôle des médias sur ces questions environnementales est assez fort. Comment jugez-vous leur participation à ce débat? Je vais pas tomber dans la critique des médias. Tout le monde le fait. Surtout que franchement, je trouve que
ces derniers temps, on commence à entendre un nouveau son de cloche, et c'est vrai pour tous les médias. Je pense pas simplement aux médias français, parce qu'on trouvait exactement la même chose dans les médias anglo-saxons. Je pense à l'Angleterre qui fait des campagnes, The Independent, et que ça, ils font des campagnes incroyables sur l'environnement. Et néanmoins, on entend maintenant des voix un peu dissonantes sur ces sujets-là. Donc finalement, je me demande s'il n'y a pas un changement. Donc ils vont pouvoir contribuer, ils vont pouvoir jouer leur rôle dans le débat. Je l'espère en fait. En tout cas, vous allez y contribuer donc avec votre livre. Alors, différentes thématiques abordées. Vous commencez par le principe de précaution, qui aujourd'hui est inscrit dans la Constitution, du fait de la Charte de l'environnement, qui avait été intégrée à la Constitution française en 2005, je crois. Alors, vous remettez en cause complètement ce principe de précaution. Ouais. Alors, dites-nous un peu pourquoi. C'est quand même nécessaire d'avoir un peu, de faire attention à ce qu'on va mettre sur un marché. Je pense aux OGM, on y reviendra, mais... Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs le principe de précaution a voulu remplacer le principe de prudence, en complètement occultant l'idée que... Alors, quelle est la distinction que vous faites? La distinction que je fais, c'est justement que le principe de précaution est unidirectionnel. Il ne voit que le coût d'une action, le coût effectivement ou les risques de mettre sur le marché un produit chimique, et ignore systématiquement les bénéfices que peut avoir ce produit chimique ou un produit quelconque, une innovation quelconque. Et donc c'est le coup de massue, on interdit, point. Donc c'est pas du tout aussi sophistiqué que le principe de prudence, qui est un principe qui repose fondamentalement sur le principe de responsabilité, et qui est celui que vous et moi on utilise dans notre vie de tous les jours, et on n'est pas des gens irresponsables. On sait que toute action a un risque, et on pèse le pour et le contre. Et il faut quand même savoir que le principe de précaution, c'est d'une myopie incroyable. Alors, vous prenez l'exemple, notamment à un moment du DDT, oui, qui est un produit chimique. Mm-hmm. Alors, expliquez-nous un peu justement pour donner un exemple concret. Voilà, le DDT, c'est un produit qui est extrêmement bénéfique, enfin très très efficace contre le paludisme, contre la malaria. Et donc il a été utilisé jusque dans les années 70 largement dans tous les pays européens, jusqu'au moment où en fait début des années 60, publication d'un livre Silent Spring, le printemps silencieux, et là on apprend que ça peut avoir un effet sur la taille des coquilles d'œufs de certains oiseaux. Et de là, le DDT va être interdit.